Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, mon invitée est réalisatrice, scénariste et actrice. Mais aujourd'hui, elle le dit, elle ne veut pas faire appel aux images mais aux mots pour raconter ceux qui l'ont abusée. Dans l'enfance, puis l'adolescence, jusqu'à sa vie de femme. Le mieux est alors de la lire. Je n'ai jamais utilisé les mots, écrit-elle, ni à l'oral ni à l'écrit, pour dire vrai, avec le jeu de moi. Je me suis jusqu'à maintenant principalement racontée par des images. Aujourd'hui, les mots sortent, ils s'organisent et me montrent le chemin. Son récit autobiographique s'intitule « Dire vrai ». Bonjour Isil Lebesco. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Merci. Pourquoi était-ce important, Isil Lebesco, de faire appel aux mots et pas qu'aux images ? Eh bien, parce qu'on est dans une société aujourd'hui où on peut parler et on est obligé de s'offrir au sacrifice pour espérer que les choses changent. Donc quand on ose se servir de soi pour parler des femmes, eh bien c'est ce qui est entendu le mieux, le jeu. J'ai vécu ça, j'ai été écrasée, violée, humiliée, tapée. Il y a que comme ça que on arrive à parler des femmes et de ce qu'on traverse toutes. Votre récit autobiographique, Isil Lebesco, vous venez de le dire, vous pensez qu'il sera mieux entendu, plus compris pour servir la cause des femmes quand il vient de vous, en fait. Enfin, c'est parce qu'il est autobiographique qu'il peut être mieux compris, qu'il peut avoir plus de résonance ? Oui, bien sûr. J'ai écrit un livre avant 2018 où c'était que des destins de femmes absolument abîmées par l'existence. Et il a été très bien accueilli, mais c'était comme une fiction, alors que tous ces destins qu'on lit, ce sont nos destins de femmes, mais qu'on tait, tout simplement parce qu'on a honte. C'est toujours cette même chose, on a honte, et on a honte de le dire envers les hommes, et on a même honte entre femmes. Il faut casser cette barrière, et elle est rare d'être cassée, même entre amis, même dans la famille. On se protège de cet effondrement intérieur qu'on a traversé, et ça, c'est toutes les femmes. Vous dites que la fiction met à distance, que l'autobiographie est nécessaire pour que ces violences soient comprises, entendues, diffusées, dénoncées. Est-ce que c'est pareil aussi avec l'image, Isil Lebesco ? Est-ce que l'image, en fait, ça met trop à distance et que seulement les mots peuvent vraiment avoir de la résonance ? Évidemment que quand on lit un livre, les mots résonnent et s'imprègnent, je crois, plus qu'un film où il y a tant de gens, tant d'acteurs, tellement de personnes qui ont fabriqué ensemble le film que ça, évidemment, ça élargit beaucoup le propos, mais c'est autre chose quand on veut comprendre de manière intime le processus de destruction que peut subir une femme. Et je crois qu'il faut la lire. Les images mettent trop à distance, selon vous ? Oui, c'est un autre procédé tout aussi important, évidemment, mais c'est autre chose. Ce soir, Isil Lebesco s'ouvre la 77e édition du Festival de Cannes. C'est une édition qui s'ouvre sous tension, avec une libération de la parole, avec un MeToo dans le cinéma qui ne s'est pas arrêté, bien au contraire, mais a pris de l'ampleur, notamment avec la prise de parole de Judith Godrèche, mais aussi, vous, avec votre livre, qu'est-ce que vous attendez du Festival de Cannes ce soir ? Moi, et pendant les 10 jours qui s'annoncent ce festival. Moi, déjà, j'ai que des espérances, j'ai pas des attentes particulières, mais l'espérance, c'est que ça élargisse, c'est que ce qu'on dénonce au cinéma, eh bien, c'est partout. Donc, que ça s'élargisse plus encore, et que les femmes, eh bien, arrivent à avoir ce courage, même si on perd beaucoup de plumes, quand on ose dire et
se met vraiment en danger de perdre son travail, évidemment, de perdre l'estime, de perdre son honneur, de se fragiliser même vis-à-vis de soi-même. Donc là, j'espère grandement que les femmes comprennent que même si on est sous les lumières, si je puis dire, ou sous ce qu'on croit des paillettes du cinéma, eh bien, en fait, on a le même sort, toutes. Et voilà, j'espère que ça va donner du courage à des femmes de parler, de se protéger, voilà, que les femmes ne se laissent plus abîmer. C'est ce qui est terrible, c'est qu'en 1700, il y avait déjà Olympe de Gouges qui parlait pareil aux femmes. Donc nous, on fait qu'un continuum et on avance, bien sûr, mais pourtant, on est quand même 300 ans plus tard, toujours opprimés. Vous parlez des femmes qui doivent parler, qui doivent se solidariser aussi. Est-ce que vous parlez aussi aux institutions ? Là, j'en parlais du Festival de Cannes, mais c'est aussi des institutions qui dépassent parfois les individus, en fait, qui sont des organisations, qui sont des mises en place, voilà, qui surplombent parfois la parole des femmes et les écrasent et même les empêchent et reconduisent une forme de violence. Vous espérez pas seulement que les femmes, mais aussi des institutions. Eh bien, les institutions, les institutions, c'est souvent patronné, pardon pour le mot, mais Oui. par des hommes et c'est un circuit toujours le même. Souvent, ils les écrasent un peu, elles sont plus fragiles et donc elles vont jamais tout en haut. Et quand elles vont tout en haut, parfois, elles acquièrent un comportement aussi machiste. Et ça, évidemment, c'est terrible et ça devient pire qu'un homme qui écrase. Mais oui, bien sûr, il faut que les femmes se solidarisent entre elles. Et puis, vous savez, ce mépris ou cette rivalité avec laquelle on a grandi, même avec nos mères, il y a cette même rivalité ou mépris. Et tout ça doit se dissiper pour beaucoup plus d'amour, tout simplement, entre femmes. Ça change tout. Et puis créer une chaîne aussi vertueuse, parce que voilà, les femmes ont tellement peu de place que quand elles en ont, elles veulent être sûres de la garder. Enfin voilà, c'est vraiment toute une mentalité à changer. Dans votre livre, Isil Lebesco, Dire vrai, vous commencez par un événement qui est une agression que vous avez subie dans le TGV, dans un train. C'était le 11 avril 2023. Mais vous commencez aussi avec un autre événement qui est la projection d'un film de François Ozon, suite auquel vous avez une discussion avec votre sœur Maïwenn. Faut y aller là. Marie! Je m'appelle Alexandre Guérin. J'ai 40 ans, je suis marié et père de 5 enfants qui sont scolarisés au Lazariste à Lyon, où ma femme est elle-même enseignante. Après avoir été longtemps dans le doute puis en conflit avec l'Église, j'ai toujours gardé un contact intime avec l'amour du Christ et j'élève mes enfants dans la foi de son amour. J'ai croisé il y a quelque temps le père d'un petit garçon dans la même école que mes enfants. Comme moi, il était au scout de Saint-Luc à Sainte-Foy-les-Lyons. Nous nous sommes rappelés nos souvenirs d'enfance, l'école, les camps de scouts. Et il m'a posé cette question qui trotte encore dans ma tête. Toi aussi, tu t'es fait tripoter par le père Prénat? C'est certainement cette discussion et cette phrase qui m'ont permis de vous écrire. Je n'irai donc pas par 4 chemins. Durant près de 2 ans au scout, entre ma 9e et ma 12e année, j'ai souffert des attouchements répétés du prêtre Bernard Prénat qui s'occupait des enfants. Après un camp au Portugal où le père avait encore essayé de me forcer à le masturber, j'ai fui les scouts à mon retour en France. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Un extrait du film de François Ozon, Grâce à Dieu, qui est sorti en 2018. On a reconnu la voix de Melville Poupeau. Il y interprète une victime d'abus sexuels alors qu'il était mineur, de prêtre de l'Église catholique. Et c'est après la projection de ce film de François Ozon que vous avez une discussion avec votre sœur aînée, Maïwenn, qu'on connaît aussi comme réalisatrice et actrice, et que vous abordez la question des violences que vous avez subies dans l'enfance avec votre famille. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette discussion que vous avez eue et pourquoi ça fait partie des éléments déclencheurs de votre récit, Isil Lebesco?
Alors, d'abord, c'est très bien que vous mettiez un extrait où c'est un homme qui parle, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont abusés, violés, maltraités. Évidemment, on a envie qu'ils prennent la parole, on a envie qu'ils se désolidarisent et puis qu'ils osent aussi parler de leurs failles, de manière à ce que tous ensemble, on ait cette volonté de changer cette société. Donc voilà, c'est bien. Moi, j'ai des messages parfois avec des hommes qui disent « Mais moi, je me suis fait violer, parlez de nous aussi. » Mais en fait, parlez de vous aussi. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire aux hommes. Parlez de vous. Parlez aussi. Prenez aussi la parole. Oui, bien sûr. Parlez de ce qui vous a choqué, si on vous a violé, etc. Osez dire, nous, en fait, on se met à nu, on perd beaucoup, on se fragilise beaucoup quand vraiment on s'offre comme sacrifice, comme je disais au début. Et ayez cette courage, cette force, cette grandeur de le faire aussi, afin qu'on ait cette quête ensemble. Sur cette discussion qui a eu lieu alors avec Maïwenn que vous racontez, c'est une discussion qui figure en fait au début de votre récit autobiographique, qui en fait même ouvre le récit autobiographique comme un élément déclencheur. Le moment presque où vous avez pris conscience, Isil Lebesco, de la violence qu'il y avait dans votre milieu familial. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu raconter ? Est-ce que je l'ai bien compris comme élément déclencheur ? J'ai voulu le raconter un peu, bien sûr, parce que il est certain que ce que j'ai subi après a été comme accueilli aussi parce qu'il y a eu peut-être un peu de violence. Mais je dis ça vraiment avec des pincettes, parce que malheureusement, je connais des femmes battues qui ont eu des parents qui ne l'ont pas battue. Donc, c'est vraiment quelque chose de fragile. Je n'avais pas envie de cacher ça. D'ailleurs, ma sœur en a parlé et a fait des films là-dessus. Donc, ce n'est pas un secret, c'est pas quelque chose que je dénonce. J'en parle très peu parce que je ne veux pas amoindrir la responsabilité des hommes qui eux, battus, soit physiquement, soit moralement. Voilà, en fait, on a un cadeau quand on a quelqu'un très jeune de 15-16 ans, et l'abîmer, c'est horrible, surtout quand on est adulte, qu'on est beaucoup plus vieux et que la personne, elle est jeune, pauvre, qu'elle ne connaît rien à la vie. Donc voilà, je l'ai parcouru par honnêteté, mais en rien je veux le souligner parce que voilà, je ne veux pas amoindrir la responsabilité des agresseurs, c'est clair. L'un n'explique pas l'autre, c'est ça que vous voulez dire, Isil Lebesco. Oui, bien sûr. C'est pas parce que vous avez eu telle enfance que ça légitime ce qui s'est passé par la suite. On va en parler avec notamment le réalisateur Benoît Jacot qui... C'est trop facile de dire ça. C'est comme de dire quand on est sous contrôle, on a une co-responsabilité. Non. C'est trop facile. C'est encore une fois se mépriser, s'abaisser en fait. Donc non, on est fragile, et une femme, surtout quand elle est plus fragile en fait. Elle est toujours là. Elle a appris à vraiment s'effacer pour circonvenir au désir de l'homme. Ça, c'est de tout temps. On a vu nos mères en fait se prendre sur elle, se faire écraser, rabaisser, etc. Donc, c'est trop facile de dire on est co-responsable ou on a été battu, donc on va se faire battre. Non. Et encore, hier, j'avais une amie d'enfance qui m'a appris que sa sœur, qui venait d'avoir un enfant, était une femme battue à 20 ans. Et je connais l'enfance de cette femme. Elle était tellement saine, avec des parents tellement aimants. Donc voilà, c'est toutes, en fait, vraiment toutes. C'est quand on est prise dans un schéma amoureux et qu'il y a un homme dont on croit qu'il nous aime, mais qui ne nous aime pas et qui veut juste, en fait, abîmer et avoir ce pouvoir qui les galvanise, vraiment. Vous revenez, Isil Lebesco, dans votre livre, Dire vrai, en 5 chapitres sur
votre enfance. Voilà, il y a un premier chapitre qui s'appelle Petite fille, après on a adolescente, jeune fille, mère et femme. Vous revenez sur cette enfance-là, Isilde Lebesco, puis vous revenez aussi sur Maïwenn qui est partie du foyer pour Luc Besson. Ça a été presque comme une première rupture pour vous, comme un premier contact avec la violence des hommes. Puis vous devenez vous-même actrice. Vous dites d'ailleurs que il y avait quelque chose en vous, vous réagissez face à la violence par la dissociation. C'est-à-dire que vous vous coupez du monde, vous dites il y a une rupture avec le monde, et vous posez la question, est-ce que c'est ça qui me prédisposait presque à devenir actrice ? Oui, je pense que la dissociation permet d'être une éponge complètement et de pouvoir jouer et restituer les émotions que doivent avoir un personnage. Mais j'ai aussi parlé de mon enfance pour montrer une trajectoire de femme. Là, j'ai 41 ans et c'est important. J'avais à cœur vraiment d'illustrer, de dire tout ce que j'ai traversé, mais aussi de montrer qu'on peut s'en sortir, mais qu'il faut soi-même se porter secours. Donc c'est aussi pour ça que j'ai écrit très honnêtement toute mon enfance, parce qu'on peut avoir des enfances difficiles, seules, mais il y a en nous, si on le révoque, cette force, s'il y a la volonté vraiment, et s'il y a l'imaginaire qui permet de constituer la volonté, eh bien de se faire seul, de se construire et de se réparer. C'est peut-être pas le mot, mais parce qu'on est toujours abîmé, mais en tout cas de vivre une vie de femme et de toucher vers plus d'apaisement, malgré tout ce que j'ai traversé. Vous dites d'ailleurs, Isilde Lebesco, mes parents étaient autoritaires et violents. Ils m'ont transmis autant leur schéma toxique que la force de ne pas m'en contenter. C'est ça que vous voulez dire, Isilde Lebesco, c'est que l'apaisement est possible ou s'en sortir est possible ? Bien sûr, en fait, il est possible. Et quelque part, on a tous la vie qu'on a et ça porte à rien d'avoir de la rancœur sur ses parents, même si on peut avoir comme processus de construction. Mais moi, qui je suis, je pense, comme mes frères et sœurs, m'être fait pas mal toute seule, ou en tout cas avec eux, on s'est fait tout seul. Et c'est aussi une manière de dire on peut se faire seul, oui. Parce que mes parents, quelque part, m'ont aussi donné cette opportunité de me faire seule. Donc je suis quelqu'un de très très libre aussi. Vous racontez, Isilde Lebesco, le moment où vous découvrez véritablement le monde du cinéma, d'abord à travers la figure de Luc Besson, mais surtout quand vous commencez à jouer dans les films d'Emmanuel Berco, La Puce, son moyen-métrage de 1998, qui était son film de diplôme de la Fémis, Le choix d'Élodie en 1999, puis la rencontre avec Benoît Jacot. Comment s'est fait cette entrée dans le cinéma, Isilde Lebesco ? Eh bien, ça, c'était évidemment un cadeau pour moi. Je trouvais une autonomie et puis tout d'un coup, j'existais aussi dans le regard de ces gens. Ce qui fait qu'après, j'ai voulu aussi tout leur donner parce qu'ils m'offraient et portaient un regard sur moi que je n'avais jamais eu. Pour autant, ce don absolu de moi-même, eh bien, m'a porté préjudice parce que certaines personnes, quand ils ont la personne dans leurs mains, eh bien, veulent en profiter et veulent éventuellement la dominer, l'écraser tout autant. Donc, dans les plus beaux cadeaux, il faut toujours se garder et apprendre et savoir poser des limites dans n'importe quelle circonstance, et même les circonstances les plus extraordinaires, qui a été par exemple pour moi celle de faire du cinéma. C'était génial, mais ne pas savoir mettre des limites m'a porté préjudice. Et c'est pour cette raison aussi que je prends la parole, parce que c'est une chose fondamentale dans la vie d'une femme et bien sûr d'un homme, d'apprendre à mettre des limites, chose qui n'est pas naturelle, je crois,
pour une femme, surtout quand elle est amoureuse, elle veut montrer qu'elle peut tout donner. Mais non, il faut... À toutes les femmes qui se respectent, elle doit savoir mettre des limites. Mais c'est toute la perversion de l'emprise que vous décrivez aussi, Isil Lebesco, c'est que vous le dites très bien dans votre livre. Vous aviez des limites, vous les connaissiez. Vous n'étiez pas amoureuse de Benoît Jacot, vous ne cessez de le répéter. Vous le saviez, mon cœur n'était pas avec lui, n'était pas pour lui. Et pourtant, la perversion de l'emprise fait que vous vous sentiez obligé de lui devoir des choses parce que vous tourniez des films avec lui, parce qu'il vous regardait et vous dites « ma perception des limites se troublait, je devenais son objet artistique, un prolongement de lui ». Oui, je n'ai pas gardé mes limites. C'est bien ça le problème. Dans toutes les circonstances que je décris, c'est parce que mes limites intuitives, je ne les ai pas gardées. Et le cinéma, je pense, met en miroir toutes les perversions du monde. Et c'est pour ça que c'est très important qu'on parle, que nous, femmes du cinéma, on parle pour donner ce courage et montrer encore par le jeu, justement, eh bien, toutes ces perversions. Est-ce qu'avec votre livre, Isil Lebesco, vous vouliez aussi mettre au jour toutes les mécaniques de cette emprise-là? Oui, bien sûr. C'est... Presque donner des points de repère, presque. Dire, voilà ce qui se passait dans ma tête, voilà comment il procédait, voilà comment j'aurais peut-être dû réagir, mais je n'ai pas réussi. Oui, cette perte de soi, j'ai souvent entendu des femmes le dire, et c'est comme de l'eau bouillante, enfin de l'eau chaude, pardon, qui bout petit à petit. On se rend même plus compte parce qu'on est dedans et ça bout. Donc l'emprise que j'aime plutôt appeler contrôle coercitif, puisque on est dans le contrôle de quelqu'un, on n'est pas tout d'un coup sous emprise. C'est quelqu'un qui décide de prendre le contrôle sur soi. Et ça n'a rien à voir avec l'amour. Ça, il faut être clair là-dessus. C'est que dès qu'il y a un contrôle coercitif ou une emprise, selon comment on veut l'appeler, il n'y a pas d'amour. Et ça, il faut que les femmes le comprennent. J'aurais aimé le comprendre avant. Cette espèce de flou, en fait, quand on est et qu'on a l'impression que l'autre nous aime. Non, c'est le contraire de l'amour. Et comme être battu, il n'y a pas d'amour. Ce qui est frappant, Isil Lebesco, c'est que personne à ce moment-là ne vous aide. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas de récit. Il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de MeToo. Donc, vous ne savez pas, en fait, que ce qui se passe peut être anormal. C'est ça aussi la perte de repère. Oui, mais parce que les gens, ils trouvaient ça bizarre, mais pas complètement anormal non plus, parce que quelque part, ils avaient aussi une forme d'admiration, ou alors waouh. En fait, c'était pas du tout pas naturel. On se disait même, ouais, limite j'ai de la chance parce que j'ai un homme beaucoup plus vieux que moi, beaucoup plus intelligent, enfin entre guillemets intelligent, pardon. Qui m'initie à la vie. Donc, c'était perçu aussi comme une chance. Et pardonnez-moi, j'ai pas envie d'être très ambiguë parce que déjà, le propos est tellement complexe qu'il faut être très clair. Mais il y a aussi un tout petit peu de ça, c'est-à-dire que un regard mature qui veut nous faire, ça nous porte aussi. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, et c'est ce que j'avais dit quelque part, ça aurait été de l'amour s'il n'avait pas voulu être avec moi, complètement intimement avec moi. Donc des hommes plus vieux peuvent avoir des fixations sur des jeunes filles, mais ils n'ont pas à coucher avec elles, en fait, tout simplement. Aimer, c'est justement respecter l'âge des gens, respecter oui, le développement. Donc on peut porter et aimer des personnes plus jeunes, mais pas faire de l'entrisme intime. La nuit, on sortait. L'été pour des batailles d'eau, l'hiver pour attraper froid. Avoir de la fièvre, plus aller à l'école.
on était malade, on pleurait. Ou même quand on l'était pas. Pour rien, pour tout. Ça passait de toute façon. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette. Pas le droit à la main devant la bouche. Pas le droit à la main. Oh, oh. Moi. Un extrait, Isil Lebesco, de votre premier film, Demi-Tarif, réalisé en 2004. Vous en parlez aussi dans votre livre Dire vrai. Vous revenez sur l'expérience de tenir une caméra et vous dites, déformé par mes propres expériences, je dirigeais ces enfants comme on m'avait mise en scène, sans limite. Comment vous expliquez que la caméra donne presque ce pouvoir d'enfreindre ces limites dont vous parliez tout à l'heure, Isil Lebesco, et presque en fait de les enfreindre, mais presque de s'en foutre complètement. Ouais, complètement. Il y a en fait ce qu'on doit prendre, mais ça c'est aussi une chose qui change, c'est-à-dire que à n'importe quel prix, on doit abîmer la personne qu'on filme, mais c'était vraiment avant quelque chose d'habituel au cinéma. Du moment qu'on fait un film, eh bien on n'a absolument aucune considération du fait qu'on peut peut-être abîmer la personne. Et voilà, parce que parfois, comme s'il fallait bousculer l'acteur pour avoir son essence. Vous avez changé là-dessus, vous continuez à réaliser des films. En écrivant ce livre, vous avez pris conscience que vous-même avez été déformé dans ce rapport de toute puissance avec la caméra? Oh, je pense que ça fait quand même longtemps. Ça m'est arrivé que pour mes 2 premiers films. Et après, moi, j'ai tellement été abîmée par la vie que j'ai jamais reproduit des maltraitances. Jamais. Enfin, faudrait demander à mes acteurs, mais vraiment, je crois pas. Comment on change justement là-dessus quand on prend conscience de ça? Malheureusement, est-ce que c'est quand possible? on est abîmé soi-même beaucoup, je pense que quand on est harcelé ou abîmé vraiment, eh bien soit on devient soi-même dans un comportement d'agresseur, dans une forme de déni et d'agression, soit au contraire on accepte en fait sa sensibilité et surtout, voilà, on devient, je pense, quelque chose de beaucoup plus humble et beaucoup plus empathique. Ça, c'est sûr, et c'est terrible à dire, mais l'avantage des drames, c'est qu'on devient plus soi-même, plus empathique des autres, parce que on n'a pas envie de les abîmer comme on a été abîmé. Comment les choses peuvent changer, Isil Lebesco? Est-ce que c'est justement en faisant des films autrement? Je parle vraiment que les choses changent dans le monde du cinéma, en tournant autrement, en ayant un autre rapport aux acteurs, ou alors de manière politique, avec des lois, en disant, en réglementant autrement, par exemple, les tournages. Je pense notamment à la commission qui a été mise en place à l'Assemblée nationale, à laquelle a participé Judith Godrèche, sur les abus et les violences dans le cinéma. Est-ce que vous pensez que les choses peuvent changer comment dans ce monde-là? Moi, mon intention et tout mon esprit est surtout pour le changement des femmes, pas que dans le milieu du cinéma. Parce que même si on est tout aussi maltraité et abîmé, il y a quand même un privilège du cinéma. Donc évidemment, tous les métiers artistiques sont des métiers privilégiés, même s'ils sont durs financièrement. Mais il y a quand même quelque chose de magnifique d'être dans la création. Ce que je parle vraiment pour les femmes. On a envie, oui, que ça bouge, que les femmes sachent mettre des limites et que les lois changent, qu'une femme, si elle est violée ou tapée, elle n'ait pas honte à la place de son agresseur, tout simplement. Ça serait fondamental si déjà dans le collectif, on peut clairement dire tu t'es fait taper ou violer, la honte, tu la donnes tout de suite à qui elle appartient, pas à toi. Ça serait déjà incroyable. Et évidemment, il faut que les lois suivent et surtout que les hommes comprennent, parce que ils savent pas
peut-être que, en fait, nous, on se voit entre femmes, on se parle des heures pour essayer de se réparer de ce qu'ont subi des hommes. Et eux, ils se voient souvent entre hommes pour boire du bon vin ou boire de la bière devant des matchs de foot. Et ça, c'est un problème, en fait, que leur énergie soit toujours dans la distraction et nous, elle soit toujours dans la réparation. C'est pour cette raison, Isil Lebesco, parce que ça ne concerne pas que le monde du cinéma, que vous avez signé cette tribune qui est parue aujourd'hui dans Le Monde. C'est la tribune des 147. Elle dit ceci, je le lis parce que c'est important. Nous demandons une loi intégrale qui permettra de clarifier, entre autres, la définition du viol et du consentement, d'introduire celle d'inceste, de juger les violeurs en série pour tous les viols connus, d'élargir les ordonnances de protection aux victimes de viol, de faciliter la collecte de preuves, de créer des brigades spécialisées, d'interdire les enquêtes sur le passé sexuel des victimes, de permettre un accès immédiat et gratuit à des soins en psychotraumatologie, de donner enfin les moyens financiers à cette politique publique et aux associations qui la mettent en place. Eh bien, en fait, moi, aujourd'hui, si je parle, c'est que déjà, je me suis rassemblée. Déjà, je vais mieux. Je parle parce que je pense à toutes celles qui ne parlent pas et qui sont dans le désarroi profond. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Et c'est pour ça qu'on se doit de faire ça. Mais toutes celles de nous qui parlent et qui sont dans le cinéma, elles ont déjà une forme de réparation, de pouvoir être entendues grâce à vous, les médias, bien sûr, qui, quelque part, soutiennent ça. Et ça, c'est déjà fondamental. Et c'est pour ça qu'on le fait. Moi, je serais prête à me mettre nue pour ce changement et pour que les femmes comprennent que c'est pas elles qui doivent avoir honte. C'est elles qui doivent se devenir... je peux pas devenir plus forte, mais comprendre qu'on est toutes ensemble et surtout trouver le bon accueil, la bonne écoute pour se sortir de ces violences et de ces schémas familiers. Mais vous décrivez très bien, Isil Lebesco, aussi la difficulté à dire je suis une victime, à accepter d'être une victime et à se poser la question de quoi véritablement on est victime. Vous dites être victime, oui, mais de qui et de quoi exactement? De la sexualisation de mon corps au cinéma, des années d'emprise de Benoît Jacot, du manque d'éthique professionnelle de Jacques Doyon, de ces années de vie volée par ces hommes qui se sont nourris de moi et de mes émotions, de leur misère affective, sociale, économique. Ou suis-je victime de n'avoir pas habité mon propre corps quand d'autres l'utilisaient, du conflit avec le père de mes enfants depuis 15 ans, des négligences et des violences de mes parents, de la mémoire transgénérationnelle? Suis-je victime de n'avoir pas su me défendre moi-même, de m'être maltraitée? Personne n'a envie d'être victime. J'étais encore hier avec une amie qui me racontait beaucoup d'horreurs qu'elle avait subies dans le cinéma. Elle me dit, mais moi, j'ai pas envie d'être victime. Mais oui, bien sûr, on n'a pas envie d'être victime. Mais j'ai une autre amie, Vaina Jokante, avec qui on a parlé de ça, et elle m'a dit, tu es victime circonstancielle. Donc, c'est un mot très important dont on doit vraiment se familiariser. On est victime circonstancielle. Ça n'a pas la même résonance que de se voir victime. De s'essentialiser définitivement comme victime, c'est ça? Non, victime, il y a quelque chose qui est un peu galvaudé. Ouais, fais pas ta victime, ou dans le triangle victime, bourreau, sauveur. C'est pas la même résonance. Mais il faut dire victime circonstancielle. Ça veut dire on n'est pas victime, mais là on est victime circonstancielle. Vous parlez beaucoup à la fin de votre livre, notamment Isil Lebesco, d'amour, de la difficulté à aimer, de la difficulté à identifier son désir sans penser que le désir de l'autre, en fait, devient le sien et le sien. Est-ce que l'amour, vous en avez parlé au début de cet entretien, c'est un peu bête à dire, mais est-ce que c'est la solution, en fait? Et est-ce que cette solution-là, qu'est l'amour, en fait, est-ce que c'est pas aussi la plus difficile pour la trouver? C'est-à-dire la plus pure qu'elle soit, la moins toxique possible? Je pense que ça passe d'abord par l'amour de soi et beaucoup de solitude, ça c'est certain, pour se rassembler au point que plus personne peut nous éparpiller. Donc ça c'est se construire fortement pour soi. Et c'est pas évident quand on a été sans cesse touché par le désir de l'autre.
Mais est-ce que c'est une solution ? Non, évidemment, ça peut être un petit cadeau s'il vient sur le chemin, mais miser là-dessus, je pense que c'est pas se guérir. Est-ce que, Isil Lobesco, vous avez envie de faire des films sur la réparation ? Vous le dites, vous avez beaucoup mis en scène des personnes à la marge qui parlaient pas, peu ou mal. Est-ce que vous avez envie de mettre... Et vous parlez d'ailleurs d'un film qui s'appelle Bas-fond, qui a été vu par des amis à vous et qui vous disent après la projection, mais c'est d'une violence, d'une noirceur qui ne te ressemble pas du tout. Est-ce que justement vous voulez sortir de cette noirceur-là dans vos films ou au contraire c'est vraiment un exutoire ? Non, d'abord, je le vois pas comme un exutoire, mais c'est comme un print négatif positif. Mais aujourd'hui, je crois que je suis dans quelque chose de beaucoup plus positif et surtout, j'aime rire par-dessus tout. Et je crois à mon dernier film qui est en train de se terminer. C'est une famille qui a vécu des choses difficiles, mais qui a beaucoup d'humour et beaucoup d'ensoleillement aussi. Merci beaucoup, Isil Lobesco. De vous, on peut lire, et même je dirais on doit lire, Dire vrai, paru aux éditions de Noël. Isil Lobesco, pour finir, nous allons écouter une chanson. Nous en avons choisi 2 en référence à vos films. Une en référence à votre film Charlie, une autre en référence à votre film Bas-fond. Laquelle souhaitez-vous écouter ? Charlie. Derrière un pilier, je la regarde agenouillée. Au jour de Pâques et de Noël, à la messe, je ne vois qu'elle. Elle est belle comme la statue de la Vierge à l'enfant Jésus. Comment voulez-vous, je vous prie, que dans ces conditions, je prie. Mon paradis, c'est elle, c'est tout. Elle aussi, je scandalise quand je suis à l'église. Je pense à Marie aux yeux de Marie, je pense à Marie aux mains de Marie, au corps de Marie, au cœur de Marie, je pense à Marie. J'arrive 1 heure avant la messe, pour la joie de l'avoir passée. Et pendant qu'elle est à confesse, je suis jaloux de son curé. Voilà, on se quitte avec Gilbert Bécaud. Charlie t'ira pas au paradis. Encore merci à vous, Isil Lobesco. Et merci à toute l'équipe des Midis de Culture qui sont préparés par Anaïs Isbert, Zora Vignet, Laura Dutèche-Pérez, Cyril Marchand, Théa Corler, Manon Delacelle et Aïssatou Ndoye. Réalisation Nicolas Berger, prise de son Jordan Fuentes. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Midis de Culture et sur l'application Radio France.